Les patrons réclament plus de souplesse pour les licenciements et une plus grande liberté des prix. Yvon Gattaz propose à ce sujet l'ouverture de négociations patronat-syndicat en 1984. Un nouveau parachutiste français est mort à Beyrouth ce matin au cours d'une embuscade. C'est le 78e soldat français mort au Liban. Le dollar toujours plus haut, il a coté aujourd'hui à Paris plus de 8 francs 41. Sorti demain sur les écrans français du film War Games, les jeux de la guerre, où commente un petit génie de l'informatique se branche sur les ordinateurs du Pentagone. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité nous entraîne donc une fois encore au Proche-Orient. Hier, c'était le Koweït qui faisait la une de ce journal, et ce soir, c'est de nouveau le Liban. Le Liban, où la marine israélienne a bombardé cet après-midi des positions palestiniennes près de Tripoli. Le Liban, où la marine américaine a de son côté pilonné des positions dans la montagne près de Beyrouth. Le Liban encore et toujours, où un nouveau parachutiste français est mort aujourd'hui au cours d'une embuscade à Beyrouth. Cela porte à 78 le nombre des soldats français tombés au Liban. Maurice Werther. Une patrouille du contingent français parcourt la corniche Masra dans l'ouest de Beyrouth. Plus lugubre que jamais sous la pluie. C'est au cours d'une mission dite de liaison comme celle-là qu'un soldat français a été tué, ou bien par des tireurs isolés cachés dans des immeubles de la corniche ou dans une voiture qu'on a vu s'enfuir sous le feu de la riposte. Attentat sans parade possible. Bien sûr, depuis le coup du 23 octobre contre le poste appelé Drakkar, où il y a eu 59 morts français, les précautions de sécurité ont été beaucoup renforcées. Dans un poste comme celui-ci, du nom de Caravelle, l'un des 27 du contingent français, ici on trouve une cinquantaine de soldats du 3e régiment d'infanterie de marine de Carcassonne, on peut se mettre à l'abri d'attaques surprises et se protéger de francs-tireurs. Seulement, comme l'ont constaté François Cornet et François de la Tremblay, le rôle de la force multinationale d'interposition dont fait partie le contingent français n'est pas de se terrer et de laisser les Libanais s'entretuer. C'est le contraire, se montrer, se mêler à la population, la rassurer et la protéger par sa présence. Voilà ce que font les soldats français, au risque de leur vie. Cette fois-ci, qui est responsable? Des fanatiques se réclamant de l'ayatollah Khomeini, des protégés de l'armée syrienne, comme on l'a dit pour les massacres de Français et d'Américains à Beyrouth et les attentats d'hier à Koweït. Un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, qui veut conserver l'anonymat, ne semble pas loin de le croire. Mais rien, jusqu'ici absolument rien d'autre que le sentiment de cette personnalité américaine ne permet de le dire. Oui, l'attentat de ce matin est le 3e qui vise le contingent français depuis 5 jours. Les 2 précédents, commis vendredi et samedi, n'avaient pas fait de victimes. De ce problème libanais, il en a été question cet après-midi à l'Élysée où François Mitterrand recevait le roi Hussein de Jordanie. Le souverain hachémite a insisté sur l'effort mené par la France en vue de l'établissement d'une paix juste et honorable au Proche-Orient. Il a aussi abordé la question palestinienne, réaffirmant à sa sortie que Yasser Arafat serait toujours le bienvenu en Jordanie, et cela sans la moindre condition. Je vous rappelle que le chef de l'OLP et 4000 de ses fidèles sont toujours encerclés à Tripoli, attendant d'être évacués par des navires battant pavillon des Nations Unies. C'est d'ailleurs cette région de Tripoli qui a été bombardée tout à l'heure par la marine israélienne. Enfin, pour en terminer avec ce dossier du Moyen-Orient, le dernier bilan des attentats d'hier à Koweït. Ils auraient fait au moins 7 morts et 62 blessés. Tous les ressortissants arabes qui ne sont pas de nationalité koweïti se sont vus interdire de quitter l'Émirat. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain à la Défense, M. Schultz, a estimé que les auteurs des attentats de Koweït et de Beyrouth, le 23 octobre, sont bien les mêmes. Si nous pouvons les identifier clairement, je pense qu'il y aura un moyen de les atteindre, a par ailleurs affirmé le secrétaire d'État américain faisant allusion à d'éventuelles représailles américaines. En Pologne, Lech Walesa a offert ce matin la médaille et le diplôme de son prix Nobel de la paix à la Vierge Noire de Częstochowa. Il l'avait annoncé dès hier, présentant ce geste comme un symbole. Michel Stoulovici. Premier geste public de Lech Walesa. Il brandit sa médaille du prix Nobel, un prix qui vient remettre en ex-voto à la Vierge Noire, ici dans son sanctuaire de Częstochowa. Lech Walesa, dont chaque déplacement crée l'événement, accompagné de ses messagers à Oslo, sa femme Danuta et son fils, accompagné aussi par l'ami de la famille, le père Jankowski. L'aumônier des chantiers navals de Gdansk présente à la presse le certificat du Nobel, aussi heureux et ému que son titulaire, Walesa.
heureux et ému de l'acte symbolique accompli par le dirigeant du syndicat dissous Solidarité. Hommage tout à la fois à l'Église et à l'ensemble des Polonais, la Vierge Noire pour les catholiques, patronne de la nation. Hommage des plus symboliques aussi. Il y a 2 ans exactement, le général Jaruzelski proclamait l'état de siège en Pologne. Lech Walesa, la cible numéro 1 des mesures d'exception, montre au pouvoir qu'il est toujours présent et bien présent. Il faut noter que les autorités polonaises ont franchi un nouveau pas dans leur offensive contre l'Église en arrêtant un prêtre considéré comme extrémiste, entre guillemets. Il s'agit de l'abbé Jerzy Populesco. Il est accusé d'avoir détenu des objets qu'un prêtre ne devrait pas posséder chez lui. C'est ce qu'a précisé le porte-parole du gouvernement polonais. Peut-être un rebondissement dans l'affaire Talbot à Poissy. De bonnes sources, on croit savoir ce soir que le ministre de l'Emploi, M. Jacques Ralite, s'apprête à annoncer au nom du gouvernement que le plan social présenté par la direction de Talbot ne serait pas jugé satisfaisant par le gouvernement. Le ministre demanderait donc à la direction de revoir sa copie. Ce plan, je vous le rappelle, prévoit 2905 licenciements à Poissy. L'usine est occupée depuis jeudi dernier à l'appel de la CGT et de la CFDT. Et puis, social toujours, avec l'Assemblée générale du CNPF qui se tenait aujourd'hui à Paris, une réunion qui tombe à point nommé alors que les négociations sur l'assurance chômage devraient s'achever très prochainement et peut-être même demain. Les points de vue entre patronat et syndicats se sont en effet suffisamment rapprochés pour laisser penser qu'un accord est désormais possible. Les problèmes de l'UNEDIC étaient bien sûr à l'ordre du jour de ces assises du patronat, mais on a aussi beaucoup parlé du nouveau slogan des chefs d'entreprise, la flexibilité des prix et de l'emploi. Christian-Marie Monod. Nous continuerons. 650 chefs d'entreprise de tous les secteurs économiques venus de toutes les régions de France participaient donc aujourd'hui à l'Assemblée générale du CNPF. Leur président, Yvon Gattaz, a lancé de la tribune un appel au gouvernement qu'on nous laisse nos libertés et nous assumerons nos responsabilités. En raison de l'inquiétude croissante des chefs d'entreprise et de leur difficulté d'embaucher et d'investir, le maximum de liberté, donc de flexibilité, le mot que nous avons lancé, vous vous rappelez, il y a 2 ans, et qui maintenant, par bonheur, est repris par tout le monde, cette flexibilité est indispensable. C'est l'inverse des contraintes et des rigidités qui freinent la marche en avant des entreprises. Et nous avons lancé ce matin l'idée d'amorcer un dialogue avec les syndicats dans le cadre de la politique contractuelle sur la flexibilité des conditions d'emploi et de travail. Ce sera un de nos objectifs de 1984. c'est-à-dire que vous avez demandé aux syndicats d'être d'accord avec vous pour licencier. Bon, tout à fait, c'est un peu une caricature, mais nous faut comprendre aux syndicats et à nos salariés qu'il est souvent préférable de faire un licenciement partiel, rapide, plutôt que d'avoir des sureffectifs dans une entreprise qui amène un dépôt de bilan, donc au licenciement total. 83 est l'année des entreprises, 84 sera l'année des entreprenants, c'est-à-dire de tous ceux qui veulent participer à la vie de l'entreprise. À noter aussi que les premiers engagements de lutte contre l'inflation ont été signés pour l'année 1984 entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles. Ils prévoient une hausse des prix de l'ordre de 4 à 5%. C'est ainsi que la baguette, par exemple, devrait augmenter de 10 centimes en février prochain et de 5 centimes au mois d'août. Il s'agit de s'inscrire dans l'objectif du gouvernement qui souhaite réduire le taux d'inflation à 5% en 1984. La grève d'électricité et gaz de France n'a eu que peu de conséquences pour les usagers, la baisse de production n'ayant pas été véritablement sensible. Il est vrai que les syndicats s'étaient présentés en ordre dispersé pour cette grève, la CGT, la CFDT et FO appelant à un mouvement de 4 heures ce matin, tandis que la CFTC et la CGC appelaient de leur côté un arrêt de travail de 2 heures cet après-midi. Par ailleurs, plusieurs milliers d'agents de l'EDF ont manifesté cet après-midi à Paris à l'appel de la CGT et de la CFDT. Le dollar toujours plus haut, on n'ose même plus parler de record historique de peur d'avoir à réécrire l'histoire tous les jours. Aujourd'hui, le billet vert a pulvérisé le plafond des 8 francs 40 puisqu'il a coté plus de 8 francs 41 à Paris et même 8 francs 46 à Londres. Alors Philippe Sassé, il n'y a toujours pas de remède à la fièvre du dollar. Non, pas vraiment. En tout cas, ce dollar est cher parce qu'il est rare. Il y a une véritable fringale de dollars dans le monde entier. Il y a d'abord les pays qui sont endettés, qui recherchent des dollars pour payer leurs dettes, et parmi ceux-ci, il y a les États-Unis qui empruntent de fortes sommes en dollars à l'extérieur des États-Unis pour boucher les trous de leur déficit budgétaire. Ensuite, force est de constater que le dollar est devenu le refuge des troubles qui agitent la planète. On n'a pas fini de se pencher sur cet étonnant paradoxe. Dès qu'il y a un attentat
contre un citoyen américain, eh bien, le billet vert flambe. C'est ce qui se passe depuis les événements du Koweït et dans les semaines qui viennent, il se pourrait bien que le dollar vive à l'heure du Proche-Orient. Cela signifierait qu'en 1984, eh bien, la monnaie américaine resterait extrêmement forte, déjouant ainsi les prévisions qui étaient faites jusqu'à présent. Pour les pays européens, c'est un coup très dur. D'abord, avec un dollar cher, eh bien, on va payer plus cher tous les achats que l'on paie en dollars, pétrole notamment. Ensuite, cela rend beaucoup plus difficile la lutte contre la hausse des prix et c'est ce qui inquiète actuellement les experts de Jacques Delors au moment où ils vont publier les chiffres provisoires des prix pour le mois de novembre, 0,5% en principe, mais peut-être 0,6%. Voilà, et puis pour conclure avec ce chapitre économie et sociale, vous devez savoir que la grève est confirmée demain dans les chaînes de télévision à l'appel de la CFDT et de la CGT. Elle devra entraîner un programme minimum sur les 3 chaînes de télévision. Politique maintenant avec pour commencer les déclarations de M. Jacques Chirac au journal Le Monde. Le président du RPR dénonce dans cette interview la suraffirmation du pouvoir présidentiel. Ce sont les termes de M. Chirac. Jacques Chirac estime par ailleurs que le mécontentement et le sectarisme socialiste expliquent la forte poussée de l'extrême droite lors des dernières élections. Cette émergence et cette poussée de l'extrême droite apparaît donc aujourd'hui comme l'une des préoccupations essentielles du monde politique français. Pourtant, il faut bien voir qu'avant même que cette extrême droite ne remporte des résultats significatifs aux élections, certains de ses membres avaient déjà regagné les rangs de l'opposition traditionnelle. Ils ont ainsi parfois rallié l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, le RPR de Jacques Chirac ou le Centre national des indépendants de Philippe Malo. Jean-Louis Le Seyne a cherché à retracer leur itinéraire. C'est le dossier de ce journal. C'était à Aulnay-sous-Bois il y a quelques semaines. Le candidat du Front National venait de se voir décerner un label d'authenticité, 15 jours de campagne, 9% des voix. Ses supporters exultaient, chahut estudiantin ou débordements significatifs. Toujours est-il qu'au cours de cette même campagne, le leader du Centre national des indépendants n'hésitait pas à se réclamer de la droite, une étiquette jusqu'à présent honnie sous la Ve République. Complexe maintenant, ça suffit. Je représente ici un parti de droite modéré, national et libéral, et je dis que l'unité est l'élément le plus important ici, comme à Antony, comme à Sarcelles et comme à Dreux. Il est vrai que depuis peu, le CNI, formation politique traditionnelle s'il en est, le CNI trouve des recrues de choc. Le capitaine Sergent, écrivain à 16 heures, mais surtout ancien de l'OAS, et Alain Robert, un des membres actifs du mouvement dissous Occident et fondateur du groupe Université Défense, le GUD. La conversion pour lui est dans la logique. À l'époque, c'était Occident, c'était le GUD, tout cela ce sont des termes, et puis c'est une question d'âge, une génération. À l'époque, on avait 18 ans, et à l'époque, j'étais effectivement dans ces mouvements-là, comme Lionel Jospin était trotskiste, et lui lançait ses pavés contre les CRS, et moi, j'essayais d'exprimer mon opinion dans les facultés, c'était pas chose facile. Et aujourd'hui, eh bien, mon engagement politique, c'est une continuité. J'étais un homme de droite en 1963, je le suis resté en 1968, je le suis en 1983. Point de rencontre de l'extrême droite et de la droite, non pas pour les méthodes souvent musclées, mais surtout pour l'idéologie, le Club de l'Horloge qui est lieu de réflexion. On retrouve sa philosophie dans certains éditoriaux du Figaro Magazine. Ce n'est certes pas travail, famille, patrie, mais c'est l'encouragement à l'effort, au mérite personnel, contre la chienlit égalitaire. Fascisme, non. D'ailleurs, Yvon Blot, chargé des relations Assemblée-Sénat au RPR, après avoir occupé les fonctions de chef de cabinet de Bernard Pons, Yvon Blot retourne le compliment à la gauche. Les deux vrais fascistes français pendant la guerre étaient l'un issu du Parti socialiste, Marcel Déat, et l'autre du Parti communiste, Jacques Doriot. Alors nous disons que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, et qu'il y a un point commun dans toutes ces idéologies, c'est que l'État est plus important que l'individu, la société est plus importante que l'individu. Alors, nous pensons que l'égalitarisme, la volonté de nivellement, est dangereuse pour les libertés. Et qu'au nom de l'égalitarisme, on peut effectivement détruire les libertés individuelles. L'égalitarisme se retrouve d'ailleurs dans l'idéologie communiste, comme dans l'idéologie fasciste d'ailleurs, curieusement. Mais cela dit, pour nous, l'égalité, c'est très important. L'égalité, c'est le mérite individuel de chacun qui est reconnu par la société. Donc nous pensons que l'égalité républicaine, c'est le contraire même de l'égalitarisme. L'extrême droite existe, nous l'avons rencontrée à l'université, disent les plus jeunes, pour la majorité en 68. La rue d'Assas hier, Sciences Po et d'autres facultés de province aujourd'hui, mais ces militants qui ont basculé de l'extrême droite, pas toujours orthodoxe, vers l'opposition légale ont parfois fait plus que simplement changer de trottoir. Exemple,
Alain Madelin, député UDF d'Ille-et-Vilaine depuis 1978, qui ne souhaite pas pour le moment parler de sa propre mutation. Car aujourd'hui, l'opposition républicaine, devant la percée spectaculaire du Front National, l'opposition républicaine hésite. Simone Veil prend position avant Dreux. Bien, je m'abstiendrai. Et Simone Veil révolutionne à droite. Jacques Chirac minimise pour sa part le phénomène en prévoyant le retour de l'opposition aux affaires. Vous verrez l'extrême droite, tout d'un coup, redevenir ce qu'elle est en France, c'est-à-dire un phénomène absolument marginal. Il n'empêche, la montée du nationalisme, en France comme ailleurs, suscite toujours les passions. Et si les mouvements de voix qu'on enregistre actuellement n'étaient pas seulement antiparlementaristes, pas seulement néo-poujadistes, mais réellement d'extrême droite. Si, pour le moment, on ne voyait que la partie visible de l'iceberg. Après les scrutins de Dreux, d'Aulnay et d'Auray, ces questions méritent en tout cas d'être posées. Tout autre chose maintenant avec une image extraordinaire. Cela se passait aux Bahamas dans une course de hors-bord, ces petits bolides qui sont au bateau, ce que la Formule 1 est à la voiture, avec le même genre d'accident impitoyable. Regardez plutôt. Ken Stevenson est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de hors-bord. 4e au classement du championnat du monde, Stevenson ne sait pas que ce Grand Prix des Bahamas dont il prend le départ lui sera fatal. Entre les deux coques de ces catamarans, un coussin d'air se forme. C'est l'inclinaison du moteur qui maintient le contact du bateau avec l'eau. Et lorsque l'inclinaison de ce moteur est mauvaise, c'est la catastrophe. Stevenson est en tête à plus de 200 km/h. Ken Stevenson est mort pendant son transfert à l'hôpital. On reverra bientôt sur le ring une grande star de la boxe américaine. Il s'appelle Sugar Ray Leonard, il a 27 ans et c'est l'ancien champion du monde des welter. Il avait dû raccrocher les gants en 1982 à la suite d'un accident. Au cours d'un combat, il avait eu un décollement de la rétine, mais personne n'avait oublié Sugar Ray Leonard qui passe pour l'un des plus grands stylistes de la boxe moderne. Aujourd'hui, il s'apprête donc à revenir sur le ring, mais à une condition, et pas n'importe laquelle, que l'on modifie les gants de boxe. Roger Zabel. 9 novembre 1982 à Baltimore. Sugar Ray Leonard ne veut pas devenir aveugle et fait ses adieux à la boxe. Mon rêve aurait été de rencontrer Marvelous Marvin Hagler. Mais malheureusement, ce combat n'aura jamais lieu. Merci et Dieu vous bénisse. 8 mois plus tôt, à Remo, dans le Nevada, Sugar Ray Leonard dispute son dernier combat face à son compatriote Bruce Finch sans aucun problème apparent. Une fois de plus, il défend avec succès son titre de champion du monde des super welter après avoir disputé 33 combats en ne subissant qu'une défaite face au Panaméen Duran. Mais Sugar Ray Leonard, le plus beau boxeur de la génération actuelle, champion du monde des welter et des super welter, doit subir une opération de la rétine à l'œil gauche. Devenu commentateur sur une chaîne de télévision américaine, il préconise une nouvelle forme de gants moins dangereuse. Car Sugar Ray Leonard affirme que ce décollement de la rétine a été provoqué à l'entraînement par des coups de pouce dans les yeux. Ces coups de pouce, souvent involontaires, pourraient être évités si le pouce du gant de boxe et les différentes parties qui comportent des coutures pouvaient être englobées dans des enveloppes de cuir. Sugar Ray Leonard va donc remonter sur le ring. Et ce combat qui ne devait jamais avoir lieu face au champion du monde des poids moyens, Marvin Hagler, sera peut-être dans peu de temps à l'affiche du César Palace. Et là, Sugar Ray Leonard ne se contentera plus de commenter. Il boxera, et pourquoi pas, avec de nouveaux gants, sans pouce. Oui, nous avons appris tout à l'heure qu'un autre boxeur américain, Ray Seals, a été déclaré aveugle par son médecin. Ray Seals avait été champion olympique à Munich en 1972. Et cela repose le problème des règlements de la boxe internationale. Sortie demain en France du film War Games, c'est le film qui a fait courir toute l'Amérique. Il est inspiré d'un véritable fait divers, l'histoire d'un groupe d'adolescents du Milwaukee, des petits virtuoses de l'ordinateur qui avaient réussi à percer le code d'un centre de recherche nucléaire. Mais dans War Games, c'est encore mieux, ils se branchent tout simplement sur les ordinateurs du Pentagone. Oh. I think I missed him. Yeah, weird, isn't it? Yeah. Love to. How about global thermonuclear war? Wouldn't you prefer a good game of chess? Later, let's play global thermonuclear war. Fine. All right.
Which side do you want? I'll be the Russians. Please list primary targets. Who should we nuke first? Let's see. How about Las Vegas? Las Vegas. Great. What next? Seattle. Yeah. Et voilà, deux adolescents jouent avec un ordinateur branché par hasard sur le code du Pentagone. L'alerte rouge est déclenchée. I have 7, correction 8. That's 8 redbirds, 2 degrees past altitude. Better get the old man down here. Over day, we have Soviet missile warning. Check for malfunction and report competent. Objective target area is NORAD regions 2526. Comme si vous y étiez, voici le WPR qui peut lancer toutes les fusées sur un seul coup de téléphone du président. Quand on fit lire le scénario aux militaires américains, ils refusèrent bien sûr d'inviter les cinéastes chez eux. Ils n'ont pas aimé l'idée que nous révélerions ainsi leur système de défense. I read an article you wrote with him on poker and nuclear war. Bluffing. Yeah, that shook a few people up. Must have been pretty amazing, huh? Well, he's a brilliant man, a little flaky. He never understood the practical uses of his work. This machine over here runs his game program. Il fallut donc y faire entrer, grâce à des relations complices, les décorateurs qui prirent notes, photos et croquis pour reproduire l'original. Un décor si réussi que... Lorsque le général Haig a vu un extrait du film, il nous a dit « Comment vous êtes-vous débrouillé pour tourner au NORAD ?» Puis il a regardé de plus près et a dit « Non, c'est un peu trop propre pour être le NORAD. C'est un des décors les plus chers qui ait été construit depuis 10 ans à Hollywood. Il a coûté entre 4 et 4,5 millions de dollars pour sa seule construction. » $4 million, I think it approached $4.5 million just for the construction of the set. Il fallut aussi fabriquer, en plus du film, 50 petits films différents pour les projeter simultanément sur les écrans d'ordinateur, tandis que les acteurs vivaient l'angoisse d'une attaque nucléaire de la Russie sur l'Amérique et vice-versa. La conclusion du film, donnée par un ordinateur nommé Joshua, qui est presque aussi touchant qu'E.T., c'est que la guerre atomique est un jeu où on gagne en ne jouant pas. How about a nice game of chess? Oui, comme ça a l'air tout simple. Maurice Béjart présente un nouveau spectacle à Bruxelles, au Cirque Royal. Son titre, Messe pour un temps futur, sur un texte de Don Helder Camara, l'archevêque de Recife. Ce spectacle doit venir à Paris au mois de février prochain. Tout de suite, le reportage de Jean-Jacques Dufour. L'espérance et la foi en l'humanité sont une constante dans mon œuvre. Mais je vis la douleur parce que je suis un être impressionnable et que je ressens très fort les troubles de notre époque. Pourtant, quelque chose me pousse à être monstrueusement optimiste. Ainsi s'exprime Maurice Béjart lorsqu'il parle de Messe pour un temps futur, sa nouvelle chorégraphie qui aborde le thème de la robotisation, un argument de ballet apporté par l'archevêque de Recife, Don Helder Camara. L'homme crée le robot et l'homme, au lieu de se servir du robot, l'homme se robotise. La vie devient robotisée. Mais les robots sont tellement programmés, tellement que les robots retrouvent l'humain. Et les robots réapprennent l'humain à l'homme. Donc le thème, c'est ça. Je crois que ça veut dire finalement que la robotisation peut nous tuer ou nous délivrer. Pour Maurice Béjart, tout dépend de l'attitude intérieure de chacun d'entre nous. Il pense qu'il faut être vigilant et combattre. Combattre sans agressivité à l'image de ces lutteurs de kendo qui dansent dans un décor très dépouillé s'appuyant sur les deux formes essentielles de la géométrie, le cercle et le carré. Un lieu anonyme qui n'exprime pas à tout prix une symbolique. La musique du futur, Maurice Béjart l'a fabriquée en choisissant des musiques traditionnelles, en sélectionnant des documents authentiques, très purs.
donc quand le spectateur sort de ce spectacle, le message que vous avez voulu lui donner, c'est d'être vigilant. Il n'y a pas de message vraiment. Je crois que le message, c'est ce que chacun trouve. Ce qui est fantastique au ballet, c'est qu'on montre des formes. On montre des formes qui sont presque toujours abstraites. Il n'y a pas de décor, il y a des fonds blancs, il y a des costumes très simples et des lignes. Et ce qui est beau, c'est le do-it-yourself. Ce sont les gens qui traduisent ces formes dans leurs propres sentiments. Ça, c'est important. Même si elle aborde des problèmes, ajoute Maurice Béjart, la danse doit rester la danse. Voilà le message d'Alain Gillot-Pétré. Maintenant, il y est question de la météo, bien sûr. Bien sûr, la danse tombe bien, nous aurons du remous ménage pour demain. On s'ennuie un peu avec les anticyclones qui se succèdent. Là, on aura une jolie dépression. Regardez la photo satellite. Cette dépression est actuellement sur l'Islande, c'est-à-dire ici. On ne voit pas l'Islande, mais elle y est. Et regardez cette énorme bande de nuages. Actuellement, il y a des vents de 120 à 130 km/h autour de l'Islande. Ici, heureusement, ils sont moins forts, mais ces nuages s'approchent de la France. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a cette dépression sur la Méditerranée qui est en train de mourir, de s'étaler, qui va s'en aller vers la Tunisie, mais qui donnera encore demain, notamment sur la Corse et l'extrême sud-est, des vents qui pourront aller jusqu'à 80-90 km/h dans les rafales. En attendant, ce ne sera pas du trop mauvais temps, car nous avons toujours un anticyclone sur la France qui s'évacue en même temps que la dépression ici pousse. Sachez qu'après-demain, la dépression sera sur nous et nous aurons de la pluie partout. En attendant, pas beaucoup de pluie pour demain, voici la carte prévue par la météo nationale. Donc beaucoup de brumes et de brouillards le matin dû à l'anticyclone qui s'évacue progressivement. Des brumes et des brouillards qui se dissiperont pour laisser du beau temps de l'Aquitaine au Dijonais, au Nord-Est, au Jura, aux Alpes, au Roussillon et au Massif central qui se trouve compris dans les limites que j'ai indiquées auparavant. Donc plutôt du beau temps. Quelques éclaircies aussi sur le nord-ouest du pays, de la Vendée à la Sologne, aux Ardennes, aux Flandres, à la Bretagne et donc au bassin parisien qui pour les mêmes raisons que le Massif central se trouve au milieu des limites que j'ai dit tout à l'heure. Donc après les brumes, plutôt du beau temps aussi avec davantage de nuages que sur le centre, mais sur la Corse et l'extrême sud-est, encore de l'instabilité avec des rafales de vent d'est tournant à nord-est, quelques averses aussi. La pluie arrivera progressivement en cours de journée par l'ouest, c'est pour ça que les nuages deviendront de plus en plus abondants par l'ouest, gagnant vers l'intérieur, accompagnés de rafales de vent de sud. Le baromètre, évidemment, est en baisse. Le thermomètre est en hausse, autant mini que maxi. Le matin, dégelé de 0 degré à -2 du centre au bassin parisien, aux Vosges et donc au nord-est. J'insiste sur le fait qu'il est possible qu'il y ait sur la Provence et les Alpes du Sud des risques de verglas le matin, car il ne fait pas très chaud dans ces régions-là non plus. Et l'après-midi, de 4 à 9 degrés sur la moitié nord et de 4 à 14 degrés sur la moitié sud. Donc une certaine hausse l'après-midi, c'est un peu plus doux. Demain, mercredi 14 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h38, couché 16h52, c'est la Sainte-Odile qui est la patronne de l'Alsace. On va gâcher en Alsace. Voilà, il est temps de conclure ce journal. Vos prochains rendez-vous avec l'information, c'est d'abord à 23h25 avec Claude Sérillon qui arbitrera un débat consacré au projet de loi sur la presse écrite et qui opposera Jean-Jacques Kéran pour le Parti Socialiste et Alain Madelin pour l'UDF. Demain à 12h45, antenne de midi. Et puis je vous rappelle qu'il y a une grève demain sur les chaînes de télévision, une grève à l'appel de la CFDT, de la CGT et de Force ouvrière. Voilà, ne partez pas tout de suite car ce sont sur des images de rêve que je vous propose de refermer ce journal. Il s'agit d'un extrait de film que les Parisiens pourront voir demain au cinéma Le Grand Rex à l'occasion de la nuit de la glisse, c'est-à-dire un ensemble de disciplines que l'on ne peut pratiquer, vous allez le voir, qu'à la mer ou à la montagne. Sur ces images, je vous souhaite une excellente soirée.